Bonjour à tous. Je suis Nicolas Bourgerie, l'un des fondateurs de VeryUp et de TeachUp. Donc, je suis là pour vous parler de cas, d'applications concrètes où on a appliqué des principes de neurosciences assez simples. Alors, il y en a beaucoup des principes de neurosciences. Je n'ai pas du tout la prétention d'être un expert en neurosciences. On en a beaucoup autour de nous et dans l'entreprise à l'extérieur. Et en fait, on applique ces principes-là sur du macro-learning, sur du micro-learning, dans des parcours. Notre métier, c'est de co-concevoir avec nos clients des parcours de formation innovants en blended learning, dans des contextes internationaux. Et du coup, je vais illustrer des principes de neurosciences appliqués au digital learning dans 7 cas concrets. Je me suis dit que vous aviez, sur les différentes conférences, beaucoup d'éléments un peu parfois théoriques. Et donc, je vais l'illustrer. Alors, comme on ne fait que du sur-mesure pour nos clients, il y a des choses que je peux vous montrer, des choses que je peux moins vous montrer. Et je vais vous en parler, raconter les histoires aussi qu'il y a derrière ces cas, pour que vous puissiez voir pourquoi cette solution-là, cet axe-là a été choisi plutôt que tel autre, et partager avec vous en fait des pratiques avec humilité. C'est l'interprétation qu'on a fait de principes des neurosciences dans des contextes bien particuliers. Et je pense qu'il faut rester très humble en la matière, parce qu'on découvre des choses tout le temps. Et que le sujet aussi, c'est de savoir comment on applique ce qu'on lit dans les bouquins, comment on applique ce que nous disent les neuroscientifiques quand on doit designer des parcours de formation innovants, quand on doit concevoir digital learning. Et je pense que l'humilité est de mise parce que ça bouge beaucoup, ça bouge vite, on apprend beaucoup de choses. Et je pense que le peu qu'on sait, on essaie de l'appliquer du mieux qu'on peut. Donc les 2 principes que je vais utiliser dans le cadre de cet atelier conférence, cette conférence, c'est plus un partage d'expérience avec vous. Ce sont les principes d'attention. Alors c'est un arbitrage, on a fait ce choix-là. On s'est dit qu'on allait illustrer sur les 8 ou 9 principes que nous on applique au sein de VeryUp et TeachUp, 2 principes clés. Le premier, c'est le principe d'attention. Le fait que quand on est en digital, et particulièrement en digital, alors c'est vrai en salle, on perd vite l'attention des participants, et en digital c'est encore pire. C'est-à-dire que si on a quelque chose de trop linéaire, trop répétitif, en fait les participants décrochent extrêmement rapidement. Parfois c'est 4, 5, 6, 7 minutes, on les fait décrocher. Donc il y a un énorme enjeu à remobiliser l'attention des participants en digital learning, et encore plus qu'en présentiel. Donc un enjeu très important là-dessus, et je vais l'illustrer à travers des cas. Le deuxième principe qu'on a choisi d'illustrer, c'est le principe d'engagement actif. Le fait, et c'est encore plus vrai quand on est en digital, le fait de mobiliser les intelligences multiples, le fait de mobiliser le cœur, la tête, le corps en même temps. Alors on sait faire ça en présentiel avec des ateliers, etc. Mais en digital, on sait moins le faire. En digital, on est face à son écran et on se dit mais comment on arrive à mobiliser le cœur, comment on arrive à mobiliser le corps, comment on arrive à faire en sorte de faire vivre une expérience situationnelle à quelqu'un qui est en train de faire digital learning. Et en fait, je vais partager avec vous des cas dans lesquels on a tenté des choses. Je vous dirai ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Je suis désolé s'il y a des clients dans la salle qui disent, c'est notre perception aussi de certains sujets. On se dit qu'on peut faire beaucoup mieux parfois, et voilà, ça fait partie de notre l'humilité et l'interprétation qu'on a donnée. Donc je vais commencer. À chaque fois, il y a un VeryUpper qui a une citation, et je vais l'illustrer. Première citation, c'est le fait de faire vivre à vos participants plusieurs expériences digitales en une. C'est un lapsus révélateur. Quand vous lancez vos modules et vous créez vos modules digital learning, nous, une des recommandations qu'on fait, c'est que toutes les 4 à 5 minutes d'expérience, on essaie de changer le format de l'expérience pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a une baisse d'attention extrêmement forte. Les neuroscientifiques commencent à l'isoler, à le voir, etc. Il y a une baisse d'attention assez forte au bout de 4-5 minutes. Et donc l'idée, c'est de proposer plusieurs expériences dans la même expérience. Quand vous faites un module de 20 minutes, quand vous faites un module de 30 minutes, au-delà, c'est difficile, à part des défis terrain que je vais illustrer tout à l'heure en digital. On peut aller plus loin, mais c'est pas que du e-learning. En tout cas, c'est important d'avoir des micro-expériences et de remobiliser l'attention à travers des cas. Alors je vous montre... là, je vais vous parler d'un cas, c'est le cas Cartier. Cartier qui lance des parfums, c'est assez luxueux haut de gamme, et qui forme ses sales, donc les populations commerciales. Et pour former les sales, il y a quand même beaucoup de caractéristiques produits, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a un positionnement aussi de la techno du module qui doit être assez high level. Et quand on a beaucoup de choses à mémoriser en animation commerciale, pour des animateurs de vente, pour des vendeurs, pour des managers de vente, c'est pas évident de faire un module de 30 minutes où on balance toutes les caractéristiques des produits versus les concurrents et les arguments de vente à mettre en avant. Ce qu'on a fait dans cette expérience-là, c'est que pour aider le client à développer
la formation, la montée en compétences sur les caractéristiques produits, en fait, on a fait une approche classique, e-learning, etc. Voilà, où on utilise plusieurs technos du marché. Ça, c'est une techno qu'on a utilisée pour faire la partie learning. Et on a créé, pour le client, un mini-site interactif pour venir casser complètement l'expérience d'apprentissage qu'ils avaient sur la partie learning plus classique. C'est-à-dire que là, c'était de l'adaptive learning, il y a un peu de social, tout va bien, on apprend. Et au bout d'un moment, on rentre. Alors, ça ne va pas vous paraître incroyable, hein, mais c'est un principe qui est assez clé en neurosciences. C'est le fait de partir d'une expérience. Alors là, elle est un peu sombre, mais volontairement pour une question d'économie et pour préserver la planète aussi. Et puis, on arrive sur une expérience, on a créé un mini-site, donc avec nos devs. Et en fait, on a créé une expérience de learning immersif à l'intérieur d'un site. C'est-à-dire que de plus en plus, on intègre des sites à l'intérieur d'une expérience de learning. Vous êtes dans votre module digital et de temps en temps, on envoie les gens chercher une information sur un site dans le module, encapsulé à l'intérieur du module, et d'aller à la recherche d'informations clés et d'être en mode recherche d'indices particuliers que je vais réutiliser dans mon expérience de learning derrière. Ça paraît tout bête, mais le fait de changer comme ça l'expérience et de passer d'une expérience A à une expérience B complètement différente, en fait, on va relancer l'engagement et l'attention des participants pour les remobiliser et aller plus loin. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Et à l'intérieur du site, on y a mis le bouton continuer. Ce qui fait que quand les participants ont trouvé l'indice, il y a le bouton continuer qui apparaît dans la page et ils continuent leur expérience de learning à l'intérieur du site qui a été créé. Donc sur Teachup, on l'a même décliné sur tous les sites web qui existaient et qui autorisaient ça. Ça peut même être une expérience Klaxoon, ça peut être une expérience Wikipédia, ça peut être n'importe quoi pour aller chercher à l'intérieur d'un site une information. Donc on change d'expérience pour bouger. Donc là, on développe en fait un peu plus d'engagement et d'attention des participants. Alors ce principe-là, sortir le participant de sa routine d'apprentissage au bout de 4-5 minutes pour lui faire vivre une autre expérience dans son module, selon vous, c'est un principe d'attention, d'engagement. Ceux qui pensent que c'est le principe d'attention, levez la main. Ceux qui pensent que c'est le principe d'engagement, levez la main. Alors c'est beaucoup plus d'engagement que d'attention. Bah, du coup c'est bien parce que ça va être aussi une transmission d'un savoir ou d'un savoir-faire particulier. On parle ici du principe d'attention. En fait on va relancer l'attention du participant, on va le réengager. C'est-à-dire que là où sa concentration pouvait être perdue parce qu'on était dans une approche learning classique, en fait le fait de lui faire changer d'univers, on va reconnecter son cerveau, on va le reconcentrer et du coup on va lui donner plus de chances d'être mobilisé jusqu'à la fin de son module. Parce que le problème de l'engagement en matière de learning, c'est quelque chose que vous connaissez tous. En digital, il faut aller au bout. Et il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas et là c'est une façon de relancer cette attention. Je vous donne un deuxième exemple avec Alex, notre développeur. Il dit « Je retiens plus facilement les connaissances que je vais ou que je dois utiliser rapidement », qui est aussi un principe neurosciences. C'est que si je sais que je vais utiliser une connaissance, j'ai plus de chances de la mémoriser. Et du coup, bah, plus vite on l'utilise et mieux c'est. Alors là, notre client, c'est Pink Lady. Alors peut-être que vous ne saviez pas dans cette salle qu'il y a des experts Pink Lady en Europe. Et donc c'est l'expert de la pomme Pink Lady qui forme tous les animateurs commerciaux Pink Lady en Europe pour aller faire de l'animation commerciale chez tous les distributeurs. Et là, bah, il faut faire quoi? Bah, il faut aussi former, alors c'est encore une population de sales pour le coup, former tous les vendeurs aux caractéristiques du produit, pour que les vendeurs et les animateurs de vente soient en capacité de pouvoir expliquer en quoi la Pink Lady a des avantages particuliers au niveau nutritif, comment elle marche par rapport aux autres pommes, etc. etc. Bon. Donc les clients vient nous voir avec ça, un module multilingue. Et là, il y a 12 caractéristiques que le client veut absolument que tout le monde mémorise en Europe. Il nous dit, bah, ces 12 trucs-là, tout le monde doit les savoir. Et je veux m'assurer qu'à la fin, 100% des gens qui ont fait le module maîtrisent la connaissance. Donc là, autant vous dire qu'on n'a pas 10 000 choix. On a utilisé une technologie qui fait de l'adaptive learning et qui fait en sorte en fait, d'adapter en permanence le programme pour qu'à la fin, tout le monde réussisse, mais pas dans le même temps et pas de la même façon. Et là, l'approche qui était clé, ça a été d'utiliser en fait, une techno. Alors, il y en a plusieurs sur le marché qui font ça, mais une techno dans laquelle on peut récupérer en fait, de la data, donc la data que le client veut utiliser. Et en fait, on fait un focus sur les connaissances que le client veut absolument faire mémoriser. Et en fait, tout le module, il est basé sur des algorithmes qui créent des jeux autour de ces 12 connaissances clés. C'est-à-dire que tous les jeux qui ont été créés uniquement sur ces 12 connaissances. Et pourquoi je vous partage ça? Parce qu'on se rend compte avec nos clients qui sont OF ou des grands comptes, que la plupart du temps, quand on crée des modules, on va mettre l'attention sur plein de choses. On va mettre l'accent sur un tas de connaissances, y compris les connaissances clés qu'on veut développer, mais aussi plein d'autres. Quand vous avez à faire mémoriser quelque chose, expliquez aux personnes que vous formez comment ils vont s'en servir sur le terrain. Ça, c'est assez facile dans ce cas-là. Et mettez l'accent que sur ça.
Et donc créer l'interactivité autour de ça avec plein d'éléments d'engagement, d'attention pour créer des jeux. Et du coup, cette techno-là crée des jeux de façon automatique, donc beaucoup de jeux différents, uniquement sur les connaissances qu'on a surlignées avec un surligneur intelligent. Et donc en fait, cette approche qui consiste à faire un focus uniquement sur les connaissances clés, c'est aussi un élément important en neurosciences pour pas qu'on se perde dans plein de connaissances inutiles, mais qu'on mette le focus uniquement sur ce qui est clé en le répétant plusieurs fois. Donc mettre toute son énergie sur les connaissances et faire mémoriser, c'est aussi un axe pour ne pas disperser l'apprenant par rapport à ça. Alors pour vous, on parle de principe d'attention ou d'engagement. Ceux qui pensent que c'est le principe d'attention en neurosciences, levez la main bien distinctement, comme ça me permet de voir qui. Ceux qui pensent que c'est le principe d'engagement, levez la main. Ok, une grande majorité. Donc on est effectivement cette fois... Alors, on est sur les deux en fait. Donc, je suis en train de regarder, on est à la fois sur le principe d'attention parce qu'on fait un focus uniquement dessus. C'est-à-dire que l'attention, elle est portée sur les connaissances à mémoriser, et donc on ne disperse pas son attention par rapport à la connaissance qu'on veut transmettre. Donc là, on est sur l'acquisition de connaissances et pas sur du comportement. Troisième élément, alors ça c'est un autre cas assez intéressant. Je crois que certains d'entre vous l'ont fait, j'ai discuté avec 2-3 d'entre vous, vous commencez à aller vers ça. Ça fait 2-3 ans qu'on développe beaucoup ça. Alors les conférences que je donnais les années précédentes, je faisais même des focus là-dessus, tellement je trouve ça incroyable. C'est 20% de ce qu'on produit aujourd'hui chez VeryUp. C'est le fait, pendant que je suis en train de faire mon module de e-learning, pendant que je suis en train de me former, alors ça, on a fait ça avec une école d'ingénieurs et L'Oréal, on devait former des ingénieurs chinois sur des compétences très spécifiques et une acquisition de connaissances particulières. Sauf que dans ce contexte-là, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser que le digital. Le digital était la seule option qu'on avait pour plein de raisons. Et donc, on s'est dit, mais comment on va faire on va créer de l'engagement et on va créer de l'attention auprès d'une population qui est très éloignée de nous et que le e-learning ne marchera pas. On était sûr de ne pas atteindre l'objectif pédagogique avec que de e-learning parce que ça ne servait pas l'objectif. Et en fait, on s'est dit, à chaque expérience de learning, on va y associer un petit manuel que la personne va télécharger au début de son module. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire ici. C'est qu'au début du module du e-learning, je télécharge un document qui est une matrice, par exemple, ou un élément dans lequel je vais pouvoir glisser des connaissances clés. Et pendant que je suis en train de me former sur le module de learning, pendant que je suis en train de me former sur le module de e-learning, je dois prendre un stylo et des feutres et je dois compléter ma matrice en même temps que je suis en train de faire mon module. C'est-à-dire que j'écris, je dessine et en même temps j'apprends avec mon smartphone ou avec mon stylo. Ça paraît tout bête comme ça, mais le fait de faire ça, en fait, on va développer le corps. Donc on fait jouer le corps. La personne, elle est en train de faire autre chose que simplement consulter son écran et interagir avec son clavier. Donc elle prend son stylo, elle le fait, et à la fin, quand elle a terminé son expérience, elle fait la photo de son document et elle le partage sur un mur collaboratif à la Facebook avec l'ensemble de la communauté pour que la production soit commentée et soit partagée avec les autres. Donc en fait, ce principe tout bête qui consiste à faire vivre une expérience hors digital avec un module digital, c'est assez facile et ça développe beaucoup l'attention et l'engagement des équipes quand vous le développez. Donc pour améliorer l'expérience digitale, pensez hors digital. Ce qui est assez important, je vais donner un autre exemple encore plus sympa et fun du Club Med tout à l'heure. Vous allez voir un truc qui a fait un effet buzz très fort. C'est ce qu'on appelle des défis terrain. Ça, c'est un mini défi terrain, mais c'est une façon de se mobiliser sur le terrain et faire autre chose que juste du digital. Pour vous, on va développer le principe d'attention ou le principe d'engagement. Qui pense que c'est le principe d'attention ? Qui pense que c'est le principe d'engagement? Donc une grande majorité, vous avez raison, on parle du principe d'engagement, c'est que là on sollicite toutes les intelligences du corps, de la tête et du cœur de la personne, et du coup on va mobiliser son engagement dans son module pour qu'elle puisse utiliser pas uniquement sa tête et ses mains pour pouvoir regarder son module, mais aussi l'écriture, le dessin, etc. Si tu ne me dis pas où je vais, je n'ai pas envie d'y aller. Alors là on est dans un cas un peu particulier. Alors c'est Jitect qui est venu nous voir et qui nous a dit on a un sujet, on voudrait créer un parcours managérial dans le monde entier. Donc c'était un très gros projet, hein. Il fallait mobiliser les managers de tous les niveaux dans beaucoup de pays. Et on avait un temps limité pour produire ce parcours. Sauf que, vu que c'était un parcours très 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 complet, on s'est retrouvé avec 80 unités d'apprentissage différentes. 80 expériences. Ce qui est colossal quand on veut faire tout le parcours. Donc 80 expériences avec des défis terrain, des classes virtuelles, des ateliers collaboratifs, du présentiel revisité, du e-learning, l'adaptive learning, social learning. En fait, on s'est dit, mais ça va être extrêmement difficile pour les participants de suivre, sauf si on applique un principe de neurosciences qui consiste à systématiquement, à chaque fois que j'avance dans mon parcours, et ça c'est quand vous faites des parcours blended, pensez-y toujours, parce qu'on ne le voit pas toujours,
systématiquement, je montre où en est la personne dans son évolution. C'est-à-dire que je me vois toujours avancer dans le parcours que je suis en train de vivre. Je sais ce que j'ai fait, je sais où j'en suis, je sais où je vais. Un peu comme ma petite barre qui est en haut, vous voyez, c'est la barre d'avancement de ma conférence. Ça vous permet de suivre où on en est. Bah, c'est un principe de neurosciences. Aider la personne à se repérer dans le temps, c'est une façon de développer son engagement et son attention parce qu'on va la mobiliser, parce qu'elle sait ce qu'il lui reste et elle sait où elle en est. Et ça valorise en fait l'effet de l'avancement. Donc pensez toujours à designer des programmes, des parcours et à les visualiser pour que les apprenants soient beaucoup plus engagés et motivés à avancer. Alors redonner cette vision d'ensemble au début de chaque module, pour vous, c'est un principe d'attention, un principe d'engagement. Qui pense que c'est un principe d'attention, levez la main. Qui pense que c'est un principe d'engagement, levez la main. Waouh, une grande majorité. Alors pourtant, on est sur de l'attention. En fait, on va remobiliser l'attention de collaborateurs dans son parcours. Et en fait, on va le reconcentrer sur quelque chose de différent pour qu'il puisse se situer dans une évolution pédagogique qui peut durer parfois plusieurs mois. Chez Gitect, on est sur 2 ans de parcours. S'il fait tout. La plupart ont des briques qui font faire des parcours qui vont faire multimodaux qui font 2 à 3 mois. Et ils peuvent continuer et enchaîner, mais quelqu'un qui veut faire tout le parcours est quand même sur quelque chose d'assez engageant, pour le coup, à raison d'une activité par semaine. C'est aussi une bonne pratique que je peux partager avec vous. On a créé des parcours multimodaux pour Carrefour aussi pour former les managers, c'était la même thématique. Quand on crée des très très gros parcours, souvent on ne sait pas comment séquencer les modules. Bah, ça, c'est une très bonne pratique que je peux partager avec vous. C'est très facile d'organiser un présentiel dans une entreprise parce qu'on sait que les personnes vont venir 2 jours et se former. Quand on crée un parcours avec 12 briques, 14 briques ou 20 briques de pédagogique, 20 expériences différentes, on ne sait jamais comment les séquencer. Ben, on s'est rendu compte que pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des parcours en blended learning, mettre une activité par semaine pour donner une routine d'apprentissage permanente aux participants, c'était une très bonne pratique qui facilitait le fait d'aller vers du blended learning dans les organisations qui n'étaient pas matures pour le faire. Et il y en a beaucoup qui, quand elles débutent, ont l'impression qu'en mettant un tas de trucs, ça va marcher. Et en fait, ça ne marche pas. C'est très compliqué, ça s'accompagne. Et le fait de mettre une activité de learning par semaine, qui peut être une journée de présentiel, un atelier, une classe virtuelle, un e-learning, un défi terrain, etc., ça vient rythmer l'apprentissage. Et du coup, on se sert aussi de ça pour déployer plus facilement des parcours en blended. Même quand le sujet est sérieux, j'ai besoin de fun. Alors là, on est chez Pierre Fabre. Alors Pierre Fabre, le cas client est assez atypique. Pierre Fabre est venu nous voir avec 2000 slides sur un médicament pour lutter contre le cancer de la peau. Donc un énorme enjeu pour eux parce qu'ils ont inventé un médicament qui a très très forte valeur ajoutée sur le marché et il faut le déployer dans un temps donné très court. Sauf que jusqu'à présent, dans le cabinet pharmaceutique, il y a beaucoup de présentiel. Et ils sont venus vers nous pour qu'on conçoive avec eux et qu'on design un parcours en blended learning, qu'on le produise et qu'on le déploie dans le monde entier. Et là, on s'est dit, waouh, il y a un niveau de connaissance qui est colossal pour aller vers le niveau attendu par Pierre Fabre. Et en plus, il y a une responsabilité juridique, le fait d'avoir des visiteurs médicaux qui ont une connaissance qu'on doit maîtriser, qu'on doit vérifier, etc. Pour tous ceux qui sont dans le médical, vous les connaissez. Ben là, on a utilisé c'est aussi pareil, techno basé sur les neurosciences. En fait, on a utilisé le fait de créer de l'interaction permanente dès le début du learning. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait des modules de learning, en fait, on n'a pas du tout séquencé l'ensemble des cours, l'ensemble des expériences avec les cours, la théorie, etc. On a utilisé des technologies qui mélangeaient tout, où tout le monde a une expérience individuelle. C'est-à-dire que vous avez dû voir, il y a 4 ou 5 acteurs sur le marché. On est 6 ou 7 aussi aux États-Unis à faire ça. Où on utilise des technologies qui vont aller vers ce qu'on appelle l'adaptive learning en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous interagissez avec un écran, en fait, la techno et l'IA qu'il y a dedans, donc l'IA c'est juste des algorithmes, aujourd'hui l'intelligence artificielle ce sont des algorithmes qu'il y a dans la technologie, va venir analyser le comportement que vous avez eu avec l'écran, le temps que vous y avez passé, la réponse que vous avez donnée, les hésitations que vous avez eues, va comparer ce que vous avez fait avec l'ensemble des utilisateurs avant vous. Et en fait, le fait de faire ça, on va capter le temps, la mobilisation de chaque apprenant sur chaque écran, et on va inventer l'écran d'après en fonction de son comportement sur l'écran A. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de technique et de technologie, c'est que chaque participant a une expérience complètement unique.
C'est-à-dire qu'avec un même contenu que vous allez injecter vous en tant qu'auteur ou en tant qu'entreprise, vous allez avoir des personnes qui vont passer 16 minutes sur leur contenu et d'autres 35 ou 40. Donc ce qui est très intéressant sur ces technologies, c'est que tout le monde arrive à 100%, mais pas dans le même timing. Donc on est au tout début de ce type d'innovation qui vont beaucoup se déployer demain. Je pense que certains d'entre vous les utilisent déjà. Certains en ont peur. Hein. Nous, on voit bien qu'on a beaucoup d'échanges en pensant que l'IA, il y a une crainte qui est assez forte derrière. Bon, pour être très honnête, l'IA, quand on parle d'IA, il y a d'ailleurs le directeur de l'innovation de Samsung qui a récemment écrit un bouquin, qui est le spécialiste de l'intelligence artificielle de Samsung. Donc, c'est pas non plus n'importe qui, c'est un Français. Et il a écrit un bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle l'IA n'existe pas. Et dans l'IA n'existe pas, en fait, il explique aussi quelque chose de très simple à comprendre, c'est que dans l'IA, aujourd'hui, on a, dans la machine learning qu'on va créer quand on utilise ce type de technologie, on a plein d'algorithmes qui viennent faciliter la vie de l'auteur, parce qu'en fait, tout ce qu'on va créer à la main, ça le crée automatiquement, et qui va analyser les comportements de l'apprenant pour améliorer son expérience. Et vous pouvez souvent le désactiver parce que on a toujours le contrôle évidemment sur la connaissance et sur une partie des algorithmes. Donc chez Pierre Fabre, en fait, le fait d'alterner les activités, les cours, etc., à chaque fois dès le démarrage, en utilisant ce type de technologie, ça nous permet de mesurer en temps réel le niveau de connaissance et pas de le faire à la fin. Je ne fais pas une évaluation à la fin que la personne sait, je fais l'évaluation en permanence. Et quand elle ne sait pas, je la reforme et je la forme jusqu'à ce qu'elle y arrive parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un n'y arrive pas en fait. Nous, notre parti pris chez Veryup, c'est de considérer que 100% des gens peuvent atteindre 100%, mais pas de la même façon et pas dans le même temps. Ce qui est très intéressant dans le domaine du learning demain, c'est que toutes les technologies qui vont valoriser la personne qui apprend pour la faire réussir et lui faire atteindre 100%, c'est aussi une façon de valoriser l'individu et de lui donner envie d'apprendre plus et d'aller plus loin et de s'engager dans son module. C'est-à-dire que si je fais un module et à la fin on me dit vous avez une éval, vous avez eu 67% ou vous avez eu 27%, ça ne me donne pas envie. Et encore pire quand on met des évaluations, vous savez, au début des parcours. On a plein de clients, ils nous montrent des parcours et ils mettent une éval au début. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça, parce que savoir que j'ai 27% des connaissances, c'est démotivant au possible. Alors qu'avec ce type de techno, je suis évalué en temps réel, mais je ne le sais pas. En fait, quand je me trompe, c'est pas grave, la techno elle me propose autre chose jusqu'à ce que j'y arrive. Je pense que c'est assez intéressant, peu importe la techno, d'aller quand même vers un parti pris pédagogique de valorisation de l'autre, d'avoir un feedback immédiat. C'est d'ailleurs un autre principe de neurosciences, qui est plus vite on a un feedback sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, plus on a de chances de mémoriser et de s'engager. Donc ce principe-là d'alterner les cours, les activités au démarrage, et d'être tout le temps en alternance, est-ce qu'on est sur un principe d'attention, d'engagement? Qui pense que c'est de l'attention? Levez la main. Qui pense que c'est de l'engagement? Ok, donc une grande majorité, et vous avez raison. Là, on est carrément dans l'engagement permanent. C'est-à-dire qu'on me fait un feedback en continu, on évalue mes connaissances, on m'apporte les connaissances qui me manquent, et je suis en permanence dans cet apprentissage continu. Sixième et avant-dernier tips que je voudrais partager avec vous, c'est j'aime bien avoir la vie des autres, mais pas surtout. Qui dans cette salle fait du social learning dans ces modules de e-learning? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, très très peu. Alors, pareil, c'est plus pour partager avec vous de l'expérience. L'année dernière, on a conçu à peu près 320 parcours de formation différents. Et on a testé plein de choses. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Et on a testé notamment deux choses. Mettre le social learning en dehors des modules. Vous savez, la surcouche de forums, de machin. Et mettre le social learning à l'intérieur des modules. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de me former, je vais à un moment donné mettre un mur de contribution Facebook où je peux partager des vidéos, des images, contribuer. On me pose une question et la réponse que je vais apporter à cette question vient enrichir la communauté apprenante en asynchrone. C'est-à-dire que les gens qui vont faire le module après moi vont bénéficier de ma contribution, ce qui est assez intéressant. Eh bien, on s'est rendu compte que l'engagement était beaucoup plus fort dans le deuxième cas que dans le premier. C'est-à-dire que le forum, personne n'y va. Le fait d'avoir une surcouche sociale, les gens ils se disent « Oulala, quand je suis dans un module de learning sur un thème particulier et que je mets du social dans le module, j'ai un engagement beaucoup plus fort parce que pour continuer, on me demande de contribuer. Ça me paraît naturel, on est en train de me parler d'un sujet et on me demande mon avis, on me demande de partager une expérience. » Le fait de mettre le social dans le module, ça vient augmenter l'attention et l'engagement de vos participants. Donc là, le cas, c'était Carrefour. Alors, je vous montre la question qu'on a posée. Alors, le cas client, juste pour vous donner ce cas-là, on a construit un parcours pour les jeunes managers Carrefour pour les aider à réussir leur prise de poste. Et Carrefour, ils ont 1 an de prise de poste. Ils se forment pendant 1 an et au bout d'1 an, ils prennent un rayon dans un magasin en tant que manager. Et en fait, à la fin de 9-10 mois de formation, ils ont un entretien avec un directeur de magasin.
Et en fait, si vous voulez, l'entretien, il peut donner lieu à un oui ou à un non. C'est pas parce qu'ils ont été formés par Carrefour qu'ils sont forcément managers dans un magasin. Ils doivent quand même suivre un entretien, faire un entretien de validation avec un directeur de magasin. Et en fait, le social learning qu'on a utilisé là, donc on a fait tout un parcours, et à l'intérieur de ce parcours-là, à un moment donné, et je peux partager ça avec vous parce qu'il a été très très utilisé, on leur dit quels sont les conseils de votre directeur de magasin que vous trouvez les plus pertinents pour préparer un entretien. Et en fait, ce qu'on leur fait faire avant ça, c'est qu'on les envoie sur le terrain interviewer le directeur du magasin dans lequel ils sont. Donc ils passent des coups de fil, ils vont le voir, ils prennent des éléments, et en fait, ils viennent partager les tips des directeurs de magasin qui leur ont dit bah, moi, quand je reçois un jeune manager, voilà les questions que je lui pose, voilà ce que j'attends de lui, etc. Et en fait, les collaborateurs qui suivent le parcours viennent partager toutes les astuces qu'ils ont vues. Et en fait, les managers qui suivent ce parcours-là sont hyper intéressés à savoir ce que les directeurs de magasins partout en France posent comme question. Et donc la question sociale ici, elle est hyper riche parce qu'un formateur pourrait le faire. Il pourrait faire une liste de tips en disant bah voilà, on vous conseille de faire ça, ça, ça. Là, c'est vachement plus puissant parce que c'est toute la communauté apprenante de l'ensemble des managers en France qui est allée sur le terrain chercher 2 ou 3 tips et qui les a partagés avec l'ensemble des managers en France pour améliorer l'impact du module. Et à chaque fois que quelqu'un suit le module, bah, sans le savoir, il améliore. Dernière, alors juste ce point-là, poser peu de questions sociales, mais bien les choisir, c'est vachement important parce que le social, ça marche quand on choisit bien ses questions. Qui pense que c'est un principe d'attention? Levez la main. Qui pense que c'est le principe d'engagement? Une grande partie. Et c'est effectivement le principe d'engagement, bravo, ça engage le collaborateur. Dernier tip, parce qu'on me dit que je suis un peu à la bourre, c'est je retiens plus facilement une histoire qu'une checklist, avec Margot qui est juste là-bas qui nous dit ça, et c'est souvent très vrai, on ne fait pas assez attention à l'aspect narratif de nos modules, on ne raconte pas assez d'histoires. Et là, c'est un défi terrain au Club Med. Alors le Club Med est venu nous voir en disant dans le monde entier, on a besoin de hausser le niveau sur tout ce qui est hygiène, sécurité, parce que pour nous c'est hyper important. Dans les cuisines, il faut qu'on soit au top niveau. On a une clientèle exigeante. Et comment on fait pour que tous nos collaborateurs dans le monde appliquent des standards de sécurité en hygiène dans les cuisines de top niveau? Et bien, en fait, on a fait un module de e-learning qui se déroule sur le terrain. Vous êtes avec votre smartphone. Et sur votre smartphone, en fait, on a créé un formulaire interactif. C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans la cuisine, on vous dit allez voir le cuisinier et posez-lui cette question. Donc on va lui poser la question et je remplis le formulaire. Après, allez voir tel four et vous allez faire telle manipulation. Je fais la manipulation et je fais mon petit audit avec mon application. Donc en fait, avec la techno, on a créé une expérience terrain de learning où au fur et à mesure, on leur donne des feedbacks et ils sont dans la cuisine et dans le village pour pouvoir expérimenter, tester, faire les éléments sur le terrain. Et à la fin de l'expérience, ils appuient sur un bouton et leur manager et leur tuteur reçoivent leur expérience terrain, ce qui leur permet de débriefer. Et donc, le module de e-learning, qui est un simple formulaire interactif avec des sons, des images, des vidéos, où on s'adresse à eux, bah, ça crée une expérience d'apprentissage qui est géniale. Il y a un super bouche à oreille de ce truc-là. C'est hyper simple à faire, ça coûte beaucoup moins cher qu'un e-learning et ça a très bien marché dans l'ensemble des continents. Donc c'est assez drôle, vous voyez, c'est une expérience de terrain à travers un simple module e-learning avec quasiment tous les outils auteurs du marché. Vous pourriez faire ça. C'est juste de la créativité pédagogique qui mobilise le corps, la tête, le cœur. On est en défi terrain pour le faire. Donc je voulais partager ce qu'on fait aussi chez Ubisoft, mais comme on a moins de temps, je vais terminer. Mettre le participant au cœur de l'histoire de votre module, est-ce que pour vous c'est principe d'engagement ou d'attention? Qui pense que c'est attention? Qui pense que c'est engagement? Ouais, une grande majorité aussi, et vous avez raison. C'est bien l'engagement, raconter des histoires, capitaliser sur le narratif, et puis lancer des défis terrain avec la FES, je pense que ça a beaucoup de valeur. N'hésitez pas aussi à aller regarder sur notre blog, vous avez beaucoup de conseils méthodologiques pour créer des défis terrain engageants avec vos équipes. Donc voilà les tips que je voulais partager avec vous. Ce sont des petits cas clients, j'espère que ça vous aura inspiré, même si vous en avez un ou deux qui est utile pour vous. Bah, tant mieux si ça améliore vos propres modules. Donc merci beaucoup.